La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais commencer par vous parler d'une nouvelle position que j'ai ajoutée à mon portefeuille long terme et c'est une compagnie qui se distingue avec son modèle d'affaires unique et sa capacité à générer des profits même dans un contexte économique plus difficile. Et ensuite, je vais vous expliquer deux phénomènes boursiers qu'on entend toujours parler avant le temps des fêtes et c'est le Santa Claus Rally et le January Effect. Je vous explique un peu c'est quoi ces phénomènes-là et est-ce qu'on peut s'en servir en tant qu'investisseur autonome. Et pour terminer l'épisode, je vais vous parler du rendement year-to-date de mon portefeuille en 2025 en faisant un petit bilan de mes bons et de mes mauvais moves en termes de transactions. Et je vais débuter tout de suite avec ma nouvelle position pour mon portefeuille à long terme qui est dans la compagnie Costco. Donc j'ai acheté du Costco à 870 US par action et je vais être honnête d'entrée de jeu, le titre sort un peu de mes barèmes d'investissement standard au niveau de sa valorisation. Là. Au prix actuel, on parle d'environ 46 fois les bénéfices. Donc, clairement, ce n'est pas une action cheap. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, j'ai pris une demi-position. C'est-à-dire que si normalement je rentre à coût de 20 000, là, j'ai juste pris une position pour 10 000. Et si le titre descend encore d'un autre 10%, autour de 790 US, je vais en racheter la même quantité pour venir réduire mon coût d'achat moyen, tout en évitant de juste passer à côté des actions de Costco. Récemment, il y a eu une baisse considérable du prix. Il y a eu des analystes qui l'ont downgradé. Ça a mis une pression baissière sur le prix et je pense que là, pour moi, c'est un bon moment pour rentrer. Mais au-delà du prix de l'action, je vais vous parler de Costco, l'entreprise en tant que telle et pourquoi j'ai décidé de devenir actionnaire. En fait, Costco, ce n'est pas un détaillant normal. Leur modèle d'affaires, c'est un modèle d'abonnement, mais qui a été appliqué au commerce de détail. C'est-à-dire que la majorité de leurs profits, ça vient pas des produits qu'ils vendent, mais plutôt des frais d'adhésion, donc des membres qui payent pour rentrer chez Costco. Si vous regardez la marge chez Costco, vous allez voir que les produits, ils sont volontairement vendus à des marges très faibles. Et là, le but de ça, évidemment, c'est d'attirer du monde. Il faut que tu aies un incitatif à ce que les gens payent pour un abonnement. Donc, vous pouvez comprendre que la profitabilité ne découle pas de la vente de leurs produits, mais davantage du côté des abonnements. La grosse distinction avec Costco vis-à-vis ses compétiteurs, c'est que Costco se fait payer pour avoir des clients. Donc, pendant qu'un compétiteur comme Walmart se bat pour générer du trafic, Costco, lui, commence l'année avec des millions de membres qui payent des abonnements. Et petite parenthèse, les actions de Walmart aussi sont chères. Si on regarde actuellement, le prix il équivaut à peu près 41 fois le bénéfice par action. Donc, autant du côté de Walmart que de Costco, à première vue, les deux actions ne semblent pas être des deals en date d'aujourd'hui. Par contre, si on se penche sur les chiffres de Costco, on peut comprendre pourquoi le marché y accepte de payer une prime. On parle d'environ 280 milliards en revenus, avec une croissance autour de 8% par rapport au même trimestre l'année passée. Du côté des profits, on parle d'une croissance d'environ 11%, mais reste que la marge nette, elle est très faible. Ça tourne autour de 3%. Donc, la grosse force de Costco, c'est plus du côté du rendement des capitaux propres. Ça tourne autour de 30%. Et ça, en d'autres mots, ça veut dire que chaque dollar investi par les actionnaires, ça génère 30 cents de bénéfices nets par année. Donc, pour une entreprise stable comme Costco, 30% de rendement des capitaux propres, c'est très élevé. Si on regarde au dernier trimestre, on peut voir que le commerce en ligne a progressé de 20%, ce qui n'est pas mauvais, mais le e-commerce, c'est pas leur force non plus. Un point clé qui ressort souvent, c'est que les membres exécutifs chez Costco, ils dépensent beaucoup plus que la moyenne et en fait, c'est eux qui viennent soutenir la croissance. Et la bonne nouvelle, c'est que ça continue même avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Et quand on regarde vers l'avenir, le plan chez Costco il est assez clair. En fait, il vise l'ouverture d'environ 30 nouveaux entrepôts par année avec une expansion internationale qui est encore loin
loin d'être saturé, là. Il y a plein de places dans plein d'autres pays à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Donc, il y a ce potentiel de croissance-là et il y a également la possibilité d'augmenter graduellement les frais d'adhésion, ça qui va évidemment se refléter directement dans la profitabilité de l'entreprise. Côté dividende, ce n'est pas l'attrait principal de Costco. Le dividende trimestriel, il est de 1,30$ par action. Donc, au prix actuel, ça donne un rendement des dividendes de seulement 0,6% par année. Par contre, il faut savoir que Costco, il y a un historique de dividendes spéciaux. Donc, ça, c'est des dividendes qui arrivent une fois de temps en temps. C'est pas des dividendes qui sont garantis ou qui sont récurrents comme les dividendes trimestriels. Mais le dernier dividende spécial était au début de 2024 et le dividende était de 15$ par action. Donc, c'est quand même un montant attrayant pour les actionnaires à long terme. Et un autre élément à surveiller par rapport à Costco, ce sont les tarifs de Trump, dans le sens que Costco fait partie des entreprises qui les contestent légalement. Donc, si les tribunaux y invalident ces tarifs-là, bien, il pourrait y avoir un remboursement pour Costco. Donc, tout ce qu'on payait en tarifs douaniers, ils le récupéreraient. Et je vous parle de ça parce que c'est un bel exemple de risque asymétrique, dans le sens que les tarifs, ils sont déjà reflétés dans le prix actuel. Donc, le risque de downside il est réduit, mais il y a un bon potentiel d'upside si jamais les tarifs sont annulés et qu'ils sont remboursés à Costco. Évidemment, Costco, il y a aussi des points faibles. De un, tu as la valorisation qui est très élevée si on se fie aux bénéfices en date d'aujourd'hui. Et de deux, tu as aussi les coûts qui peuvent augmenter, là, que ce soit les salaires ou la chaîne d'approvisionnement. Si jamais ça augmente de ce côté-là, bien, ça pourrait venir nuire à leur marge bénéficiaire qui est déjà très mince, là. Donc, de mon côté, j'ai pas acheté du Costco parce que c'est une action nécessairement sous-évaluée. À court terme, avec justement la pression baissière qu'on a en ce moment, bien, ça pourrait également descendre autour de 750, 800 dans ces coins-là. L'idée, c'est que j'ai acheté du Costco parce que c'est un des rares modèles de vente au détail qui fonctionne même s'il y a un ralentissement économique ou si jamais il y a une remontée de l'inflation. Pour moi, c'est vraiment ça leur avantage concurrentiel avec leur modèle de membership, avec le taux de renouvellement qui est historiquement très élevé, la croissance qui est stable et surtout, c'est leur capacité à augmenter les profits sans dépendre d'une économie parfaite. Et pour conclure par rapport à Costco, comprenez bien que ce n'est pas une action qui va faire un x10 en 2 ans. Là. C'est une action défensive pour bâtir de la richesse de manière plus prévisible et peu importe c'est quoi le contexte macroéconomique. Et du côté de mon portefeuille, je trouvais justement que j'avais pas une assez grande exposition au secteur de la consommation de base. Donc ça, c'est tout ce qui est épicerie, les besoins essentiels. Donc, c'est une des raisons qui m'ont poussé à prendre position dans Costco. Donc oui, à 46 fois le bénéfice par action, je considère que les actions de Costco sont encore chères, mais certaines compagnies sont chères parce que justement, elles méritent une prime. Et pour moi, Costco, ben, ça fait clairement partie de ce club-là. Et pour le deuxième segment de l'épisode, je vais vous parler de 2 phénomènes boursiers dont on entend souvent parler dans ce temps-ci de l'année, c'est-à-dire le Santa Claus Rally et le January Effect. Et je commence avec le Santa Claus Rally, qui est la tendance historique des marchés à monter durant une fenêtre très précise et en fait, c'est les 5 derniers jours de bourse du mois de décembre et les 2 premiers jours de janvier. Et pendant plusieurs décennies, cette période-là, de fin décembre, début janvier, ça affichait une surperformance par rapport au reste de l'année. Il y avait moins de vendeurs, il y avait des rééquilibrages de portefeuille, une liquidité qui est plus faible parce que les gros joueurs sont en vacances. Bref, dans le passé, il y avait une pression haussière sur le prix des actions durant cette courte période de temps-là. En ce qui concerne le January Effect, théoriquement, la surperformance, elle s'étend sur tout le mois de janvier et c'est un phénomène qui touche particulièrement les petites capitalisations, donc les business avec un market cap de moins de 2 milliards. Et la principale explication derrière ça, c'était la fiscalité. C'est-à-dire qu'en décembre, les investisseurs, ils vendent leurs perdants pour cristalliser des pertes en capital, puis ils rachètent ces titres-là en janvier, ce qui peut créer à ce moment-là un rebond artificiel dans les small caps.
Et ce que je veux mettre de l'avant, c'est que pendant longtemps, le Santa Claus Rally et le January Effect, ils ont été statistiquement réels. C'est-à-dire qu'au niveau des données statistiques, c'était vrai, là, ça fonctionnait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché, il n'est plus tout à fait le même. De un, tout le monde connaît ces phénomènes-là, donc une anomalie saisonnière qui devient populaire, maintenant, ça ne fonctionne plus. Là. Les fonds quantitatifs, les algorithmes, les institutionnels, ça fait longtemps qu'ils ont intégré la saisonnalité dans leurs calculs. Et de deux, la majorité des transactions sont rendues automatisées. Les ventes pour réaliser des pertes en capital sont rendues étalées dans le temps. Donc, il n'y a plus vraiment de gros moments où l'argent, elle entre massivement sur le marché en janvier, surtout depuis l'engouement vis-à-vis les fonds indiciels, et ajouter à ça un marché qui est beaucoup plus efficace, qui est plus liquide, qui est plus facilement accessible pour le grand public, rendu là, les petites anomalies saisonnières comme ces deux phénomènes-là, ils ont beaucoup moins de poids. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le Santa Claus Rally ou le January Effect, ils peuvent encore apparaître certaines années? La réponse est oui, mais c'est plus du hasard, là, du fait que leur effet est vraiment rendu dilué. Depuis l'année 2000, statistiquement, ce ne sont plus des phénomènes exploitables comme avant. Dans le sens qu'au niveau des données statistiques, ça ne fonctionne plus ces deux phénomènes-là. Et bref, ça reste des tendances intéressantes à connaître pour les investisseurs, mais ce ne sont pas des stratégies sur lesquelles vous pouvez baser vos transactions de day ou de swing trading pour aller chercher des profits rapidement. Malheureusement, des phénomènes saisonniers comme ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait avant les années 90. Maintenant, il y a beaucoup trop de systèmes automatisés, des transactions informatisées qui font en sorte que les marchés sont beaucoup plus efficients. Et pour conclure l'épisode, je veux faire un récapitulatif de 2025 en ce qui a trait à mes investissements en bourse. Donc, en date d'aujourd'hui, mon portefeuille est en hausse de 22% depuis le début de l'année. Évidemment, l'année n'est pas encore terminée, mais ça donne déjà un portrait approximatif. À moins que les indices jump ou drop d'une couple de pourcents d'ici la fin du mois de décembre. Mais je peux déjà vous dire que ce qui a fait vraiment la différence sur le rendement de mon portefeuille cette année, ce sont mes positions sur le marché canadien. Entre autres, j'ai profité de la correction de mars-avril pour acheter des actions canadiennes. Résultat, j'ai BRP qui est en hausse de 87%, j'ai Magna International qui est en hausse de 48% et Saputo qui est en augmentation de 68%. Donc, ce sont des achats qui ont été faits pendant que bien du monde paniquait avec les tarifs réciproques de Trump. Et si je regarde mes autres actions sur le TSX comme BMO, Suncor et Enbridge, eux autres aussi ils ont bien performé. C'est rien d'explosif, mais le rendement il est là. Mais je vous cacherai pas que la pire position de tout mon portefeuille est justement sur la bourse de Toronto. Et c'est mon fameux TELUS qui est rendu à moins 34%. Donc ça va très mal du côté de la télécom. Du côté des marchés américains, c'est plutôt mitigé dans le sens que avec la récente baisse de Netflix combinée à une année plutôt ordinaire pour mes trois plus grosses positions qui sont Microsoft, Meta et Berkshire Hathaway, tout ça, c'est un petit peu freiné mon rendement global. Mais tu sais, quand je dis ordinaire, là, on parle quand même d'environ une augmentation de 10% en 2025 pour ces trois positions-là. Là. C'est juste moins bon par rapport à la hausse du côté du TSX. Mais j'ai aussi fait des très bons achats aux États-Unis. On peut penser à AMD qui est en hausse de 125% depuis mes achats. Encore une fois, c'était des achats en mars-avril de cette année. Et j'ai aussi racheté du Google qui est rendu à plus 175% par rapport à mon prix d'achat moyen. Et encore une fois, je ne veux pas juste vous parler de mes bons coups, j'ai aussi fait des achats pas mal moins payants comme UPS qui est en baisse de 20%. J'ai aussi Adobe qui est à moins 8%. Il ne faut pas oublier Nike qui est encore dans le négatif à moins 16%. Donc, comme vous pouvez le voir, moi aussi j'ai des titres qui sont dans le rouge. Ça fait partie de la game quand tu investis en bourse. Mais au final, en date d'aujourd'hui, mon portefeuille affiche 22% de rendement pour 2025. Comme je vous dis, l'année n'est pas finie, mais c'est pour vous donner une idée. Et c'est mieux que le S&P 500 qui est en hausse de
16%, mais c'est bien en dessous de l'indice canadien, le S&P TSX, qui lui, il a grimpé de plus de 28% cette année, donc une année extraordinaire pour les actions canadiennes. Et ce que je trouve important de retenir, c'est que la majorité de mes achats qui ont été faits durant la fameuse correction du printemps, ça s'est avéré être des bons moves à court terme, là, c'est-à-dire pour le moment. Mais pour savoir si c'était réellement des bons achats, on va juste le savoir dans une couple d'années, pas juste après une couple de mois. Et c'est aussi là qu'on va voir si mon approche était bonne ou non. Parce qu'en toute honnêteté, on ne peut pas évaluer une approche d'investissement basée sur le rendement d'une seule année et même sur une période de quelques années. En fait, il faut l'évaluer sur le très long terme, c'est-à-dire une période de 20, 25, 30 ans. Et c'est vraiment là qu'on va pouvoir confirmer si, oui ou non, mes stratégies d'investissement, ils m'ont permis de battre le rendement de l'indice de référence et de le battre de combien de pourcents aussi, parce que gérer son portefeuille, ça prend du temps, ça prend des connaissances, ça prend de l'implication versus investir via un fonds indiciel avec du DCA, t'as pas besoin de grosse due diligence pour faire ça. Bref, si vous écoutez le podcast depuis quelques années, vous avez pu voir que 2023 et 2024, pour moi, ça a été des années extraordinaires. J'ai eu un rendement annuel de respectivement 34% et 41%. Mais je vous rappelle qu'en 2022, mon portefeuille avait planté de 24%, ce qui est encore pire que le S&P 500 qui, lui, avait planté de 19% la même année. Mais dans tous les cas, moi, j'enjoy le processus, j'aime ça mettre du temps sur la gestion de mon portefeuille et j'espère aussi que de documenter mon parcours comme investisseur autonome, ça va pousser du monde à investir en bourse, que ce soit avec du stock picking ou via des fonds indiciels. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. À noter qu'il n'y aura pas d'autres épisodes pour les 2 prochaines semaines, donc c'est pour le temps des fêtes. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Je vous dis à bientôt et on se revoit en janvier 2026 pour un nouvel épisode de Finance 360.